On voit qu'un parti politique que je ne nommerai pas devient champion de la laïcité. Quel est votre avis sur cette question? Le parti politique, dans les dernières années, qui a le plus parlé de laïcité, et de loin, et qui nous bat tous, c'est le Front National. Donc on peut s'agiter sur sa chaise comme un cabri en disant laïcité, laïcité, on n'a pas pour autant faire avancer les choses. Et on sait très bien que pour le Front National, laïcité veut dire anti-musulman, anti-arabe. Après que dans la phase actuelle en particulier, chaque parti politique républicain en tout cas, se saisisse de la laïcité, veuille, compris comme le PS sans faire de champion, mais pourquoi pas? Mais essayons d'être les meilleurs dans la compréhension, dans l'analyse, essayons de former une unité républicaine, je n'ai pas dit unité nationale sur ces sujets-là. Le reste pour moi est dérisoire. Monsieur Bianco, je voudrais vous poser une question sur les quelques 50, 60 propositions de notre président de la République qui veut défendre la laïcité et qui, dans l'article 46 de ses propositions, propose d'inscrire la laïcité et la loi de 1905 dans la Constitution en insérant l'article 1er, mais en oubliant l'article 2. L'article 2 qui dit « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte ». Or, la République, elle est aussi dans l'Alsace-Lorraine. Et le statut du Concordat fait tâche pour nous, les laïcs, de Poitiers d'ailleurs. Et je voudrais bien que M. le Président de la République, s'il veut insérer dans la loi républicaine et la Constitution les articles de la loi de 1905, qu'il n'oublie pas l'article 2, ce serait une bonne chose. Merci. Alors, avec tout le respect que j'ai pour le président de la République, je ne suis pas certain que cette question soit une question centrale. Ni ce qu'il a dit, ni ce que vous dites. Je parle dans le livre. Moi, je vous réponds chiche sur l'article 2. Parce que vous êtes un défenseur de la laïcité, vous le connaissez. Dans l'article 2, alinéa 2, il est dit une exception, deux exceptions. Ah, la République ne salarie, ne subventionne aucun culte. Premièrement, les officiers du culte dans les prisons. Donc, la loi de 1905 elle-même, parce que c'est une des propositions que l'Observatoire a faites et qui ont été contestées, dit que l'État, la République, peut financer des ministres des cultes dans les prisons. Deuxièmement, de manière peut-être plus surprenante, on avait un peu oublié, financer des cours de catéchisme dans les écoles, les collèges et les lycées. Donc, si vous voulez qu'on mette ça dans la Constitution, je vous dis chiche. Plus sérieusement, sur l'Alsace-Moselle, nous y travaillons, parce que bien évidemment, c'est quelque chose de complètement hétérogène par rapport à la laïcité, le concordat, et puis un certain nombre de dispositions compliquées. Nous avons donc entrepris un gros travail en auditionnant les associations laïques, les représentants des cultes, les élus. Les Alsaciens-Mosellans sont très attachés à leur statut, mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, pas seulement à cause du social. Donc nous nous occupons du culte. Les avantages sociaux mutualistes, qui d'ailleurs s'effondrent peu à peu, ne sont pas dans notre champ. Et donc nous regardons ce qu'on peut faire et nous rendrons un avis d'ici 3 ou 4 mois. Mais il y a un point qui nous paraît évident, qui n'est qu'un tout petit pas dans le rapprochement, c'est qu'il subsiste en Alsace, Moselle, et ce n'est pas directement le concordat, un délit de blasphème. Et je proposerai à mes collègues, je suis sûr qu'ils me suivront, comme première mesure, la suppression du délit de blasphème, je veux dire par rapport à Charlie Hebdo, c'est pas inutile. Je suis un peu gêné dans tous ces débats depuis pas mal de temps maintenant, parce qu'il y a un non-dit terrible, et notamment dans notre société autour de la religion catholique, qui est de plus en plus intrusive. Il y a eu des événements il y a peu qui n'ont pas été dénoncés comme ils devaient l'être. Il y a des atteintes à des droits votés par la République, je pense à l'avortement par exemple. Alors on vient de parler de l'hôpital, on parle peu des agissements de groupes extrémistes comme le Jeune et compagnie qui ont des intrusions violentes, moralement choquantes sur beaucoup de nos jeunes. Et ça, c'est un non-dit, on n'en parle pas en ce moment. Moi, j'en parle. J'en parle parce que si on veut
représenter la laïcité, donner l'impression de justice. On doit avoir cette justice pour tous. Et beaucoup de jeunes musulmans, pour avoir travaillé avec eux, sentent par rapport à ça qu'ils sont jugés à part. Quand on parle là de liberté religieuse et tout, on a toujours inconsciemment sous les pieds la religion musulmane, accessoirement la religion juive. Parlons donc de toutes les religions et de toutes les interférences du divin, entre guillemets, sur la loi républicaine. Nous sommes des citoyens, c'est la loi de la République qui prédomine pour tous. Merci, monsieur Jean-Louis, il va vous répondre. Vous avez raison à 100%. Et moi, j'en parle comme vous. Et je ne suis pas le seul. Nous avons même abordé cette question dans la note d'orientation dont je vous parlais tout à l'heure, en nous interrogeant sur les limites de l'intrusion de convictions, qui peuvent ne pas être toutes religieuses, dans le débat public. Et nous avons reconnu que dans une démocratie, il était légitime que des convictions, y compris non religieuses ou religieuses, s'expriment dans le temps du débat. Mais nous avons dit aussi, comme vous le dites, et c'est finalement une évidence, mais qui mérite d'être rappelée, qu'une fois que la loi républicaine était votée, elle était la loi républicaine. Et qu'il n'était pas acceptable qu'on veuille remettre en cause la loi républicaine. Et il y a des exemples de déclarations d'évêques à propos du mariage pour tous qui sont proprement scandaleuses. Et par rapport aux musulmans, je sais bien que le Conseil français du culte musulman est contesté, n'est pas très représentatif, etc., etc. Mais quand il y a eu la loi de 2004, et je le cite souvent dans la perspective que vous dites, c'est-à-dire de ne pas oublier que c'est toutes les religions qui sont concernées, dès lors qu'elles veulent s'imposer à la loi républicaine, le Conseil français du culte musulman a dit « Nous sommes contre l'interdiction du voile », c'est du voile, accessoirement la croix, l'équipage, enfin en tout cas essentiellement du voile, des signes religieux ostensibles à l'école. Ils ont fait campagne contre. Une fois qu'elle a été votée, ils ont dit « On doit l'appliquer ». Et c'est ça, l'attitude républicaine et laïque. Monsieur le Président, à propos d'intrusion et de religion catholique, comment réagir quand dans une petite commune de la Vienne, nous avons un maire qui est en pleine confusion, en pleine, qu'est-ce qu'on peut dire, perte de sens, puisque dans son bureau, il a un crucifix et aussi la statue de Sainte Bernadette. Que fait le préfet ? Oui, il se trouve que j'ai entendu parler, moi aussi, en bas de la Vienne, de ce cas, si c'est le même que celui dont j'ai entendu parler. Mais écoutez ma réponse jusqu'au bout. Il semblerait qu'il y ait, au moins pour le premier objet dont vous parlez, un attachement personnel, historique, familial, qui explique, qui ne justifie pas, qui explique l'attitude. Le maire n'est pas un personnage privé. Le maire, comme l'enseignant, comme le professeur, incarne la laïcité républicaine, c'est-à-dire la neutralité. Il ne peut donc pas maintenir des signes religieux de ce type dans son bureau. J'ajoute qu'il y a des contestations qui peuvent se produire. On cite, il y a, je crois, une jurisprudence là-dessus, les cimetières. Un cimetière est refait, je ne sais plus où en France, il y a une croix sur le cimetière. Les laïcs disent, mais pourquoi il y a une croix sur le cimetière? Il y a des non-croyants, en tout cas il y a des non-chrétiens qui sont enterrés. Et la réponse juridique est que si c'était avant 1905, on considère que ça appartient d'une certaine manière au patrimoine culturel, et on peut donc les maintenir. Et c'est ça qu'il faut avoir présent à l'esprit. Moi, je n'ai pas d'hésitation à vous répondre sur le cas que vous dites. Mais qu'est-ce qui est culturel, qu'est-ce qui est culturel? Il ne faut pas oublier que la loi de 1905 a transféré la propriété aux collectivités publiques, communes, États, des chapelles, des églises. Parce que c'était le patrimoine historique, non pas parce que c'était un lieu de culte. Le lieu de culte, ce n'est pas le problème de la République. Et donc, les collectivités publiques, et ça leur pose des problèmes parce qu'ils n'ont pas d'argent, se doivent d'entretenir l'extérieur. Par contre, elles n'ont pas le droit d'améliorer l'intérieur si c'est à des fins de culte. Voilà. Donc, la réponse est nette. Un maire en particulier, mais un agent public en général, doit être neutre et donc ne doit afficher ni sur lui, ni ailleurs des signes religieux. J'ajoute que Briand était conscient, le rapporteur de la loi, de la difficulté. Il a dit, ce qu'on dit là, ça va poser des difficultés d'interprétation, ça va faire des bagarres. Et il suggérait d'essayer de les aborder avec un certain calme et un esprit de concorde. Je crois qu'il faut qu'on essaye d'appliquer ça nous aussi.
Monsieur Bianco, s'il vous plaît, vous avez parlé au début de votre exposé de ségrégation, vous avez employé le mot, je crois, et de certains échecs en précisant que si ces problèmes, il y avait des problèmes non réglés, la laïcité était vaine. Or, pour avoir... Pardonnez-moi, je n'ai pas dit que la laïcité était vaine, je dis qu'elle était plus difficile et qu'elle manquait de légitimité. Oui, alors j'ai mal retranscrit. Je crois que volontairement, les communes suburbaines de Poitiers ont depuis 20 ou 30 ans parfois volontairement limité les logements sociaux, et ce qui a fait que les familles pauvres et de culture musulmane ont été renvoyées au pourtour, dans le pourtour de la ville de Poitiers. Je pense que M. Centraux connaît bien ce problème. M. Claes, pardon. Sans doute parce que j'ai travaillé davantage avec M. Centraux, et de m'excuser, M. Claes. Donc je crois qu'on a plus ou moins inconsciemment mis en place des politiques qui font que maintenant, il n'y a pas de mixité sociale, il y a une ségrégation. Allez, monsieur Bianco, au bar Le Mail de Poitiers. Si vous voulez rencontrer des musulmans, ils seront très contents de discuter avec vous. Je vais dire un mot. Oui, si tu permets, je vais être très court. Vous soulevez un sujet très difficile et le hasard fait que c'est un sujet que j'ai abordé avec mes adjoints pas plus tard que lundi dernier. Sur le bien vivre ensemble à Poitiers, et je crois que grâce aux associations, grâce à beaucoup d'entre vous, ça ne se passe pas trop mal, mais il y a une problématique importante. C'est souvent le sujet le plus difficile que mon équipe aura à régler dans les 5 ans qui viennent. L'État est au rendez-vous. La politique de la ville est en place dans les quartiers comme les couronneries. La politique d'urbanisme est en place. Mais on a un sujet lié à la crise, lié à la précarité, un sujet que je qualifie très clairement de peuplement. Et si nous avons comme vision Poitiers intramuros pour régler ce sujet, nous aurons plus de mixité sociale, nous aurons un certain nombre de ghettos dans les 10 ans qui viennent. Donc c'est un enjeu d'organisation, non plus au niveau de Poitiers intramuros, mais au niveau d'une communauté d'agglomération à redéfinir pour qu'on puisse faire une politique intelligente. Ça se ressent très fortement aujourd'hui dans les groupes scolaires. C'est la première fois que j'en parle publiquement. Ça se ressent très fortement dans les groupes scolaires. Les maîtres m'en parlent, les enseignants m'en parlent. Ça se ressent dans les cages d'escalier. Bref, et même au sein de la communauté nationale, car il n'y a qu'une communauté, on l'a rappelé. Un certain nombre de Poitevins nous en parlent. De religion musulmane. On évoque ces sujets, on discute souvent. J'ai aussi cité un exemple qui avait pu être fait justement par un adjoint qui était remarquable de l'équipe de Jacques Centraux. Il y a de cela 20 ans, c'était Philippe de Godin. Il y avait dans un immeuble, près d'un groupe scolaire de couronnerie, une communauté turque, je l'appelle volontairement comme ça, qui était arrivée là, au moment où Michelin s'était installé. Et l'immeuble était constitué de familles turques. Et un jour, le représentant s'est assis avec une association. Nous, on souhaite pouvoir vivre dans le quartier, mais avec d'autres familles, pouvoir vivre au quotidien cette mixité. Ça avait été fait sans bruit, tranquillement. Et j'allais dire, grâce à tout le monde, et tout le monde était satisfait. Aujourd'hui, on ne pourrait plus le faire. Donc, ce que vous dites un peu brutalement, j'en suis parfaitement conscient. Simplement, ce que je veux vous dire, il y a deux façons de traiter ce sujet. La façon connue, et qu'on voit apparaître, par le rejet, par l'exclusion, ou alors par une action volontariste. Mais ce n'est pas l'école elle seule qui pourra régler ces problèmes. L'école est le réceptacle.
c'est pas uniquement par des subventions pour rénover les immeubles. L'État est présent. C'est par une politique que les élus vont devoir mettre et qu'il y ait une discussion avec les autres communes sur le pourcentage de logements sociaux, etc. etc. Bref, c'est un vrai débat. Mais je crois qu'il faut qu'on le mène tranquillement et surtout sans passion. Mais il faut faire vite. Car si on ne le fait pas suffisamment vite, on aura des problématiques effectivement extrêmement compliquées dans les 10 ans qui viennent. Oui, je partage tout à fait ce que Alain Pless a dit, à la fois sur la nécessité et sur la difficulté. Et c'est, madame, un peu ce que je disais tout à l'heure, en disant que ces genres de problèmes se situent en amont de ce que peut faire la laïcité. Et ce qu'elle peut faire dépend beaucoup de savoir si on règle ce genre de problème. Alain a employé le mot qu'a employé aussi le Premier ministre, qui a peut-être choqué certains, qui, moi, pas plus que toi, ne me choque, politique de peuplement. Ça fait un peu bizarre, mais ça veut dire qu'il faut qu'on s'attache à faire la mixité sociale. Et je tourne pas mal également dans des zones de banlieue et périurbaines. Il n'y a pas toujours une volonté des élus, bien sûr, mais il y a des difficultés avec la population, qui, dans certains cas, se satisfait relativement d'un ghetto, qui a peur de se mélanger à d'autres, que ce soit le petit blanc qui a peur de se mélanger à des non-blancs, ou des exclus qui ne sont pas blancs, qui, après tout, se trouvent pas si mal que ça entre eux. Donc c'est pas si simple que ça, même quand on a la maîtrise des attributions de logement, même quand on n'avait pas une politique clientéliste. Néanmoins, il faut le faire avec volonté, et il y avait une mesure qui avait été prise, qui n'est pas suffisante, parce que la décision, elle doit se prendre, comme Alain Pless a dit, au niveau local, en travaillant avec tout le monde, qui était quand même pas sans importance. C'était les 20%, rappelez-vous, de logements sociaux. Je pense qu'on a durci la loi, je pense qu'on peut encore la durcir, pour ceux qui ne la respectent pas. Je rappelle que le pire cas de France s'appelle Neuilly, dont le maire était M. Sarkozy, avec 3% de logements sociaux. Juste un exemple, 30 secondes. Nous avons libéré un immeuble au centre-ville de Poitiers, qui abritait la Chambre régionale des comptes, au cœur de la ville. Je suis fier que notre majorité ait décidé de faire des logements sociaux, avec l'aide de l'État. J'ai été moins fier quand mes deux oppositions, la droite, je peux se comprendre, mais l'extrême gauche, ont voté contre, parce qu'on ne faisait pas de logements sociaux ici. Ce matin, nous avions, nous avions une réunion de l'Observatoire de vigilance laïque de la Vienne, un point de presse, et nous expliquions à la presse que votre définition de la laïcité est tout commune. Il faut savoir que c'est le droit de votre religion de changer, etc. Parlez plus fort, on n'entend pas assez. C'était le droit, bien sûr, de la laïcité d'avoir une religion, le droit de ne pas en avoir, le droit d'en changer. Et l'Observatoire, son rôle de vigilance, c'était aussi de veiller à ce que les lois de la République, quant à la laïcité, soient bien respectées, à savoir comment les mairies, par exemple, subventionnent ou pas des établissements privés et autres. Et puis dans les définitions, un de nos camarades a aussi rajouté, la laïcité, c'est aussi, ça doit être le droit de disposer de son corps. Alors ça peut se décliner de plusieurs façons. Disposer de son corps, c'est le droit à l'avortement, c'est le droit au mariage pour tous, c'est aussi choisir sa fin de vie. Alors c'est vrai que là, dans ce cas-là, ça rejoint la question de tout à l'heure, le Front National qui se dit champion de France de la laïcité, lui qui défend les églises intégristes, lui qui fait Jeanne d'Arc, etc. Je ne suis pas sûr que sur le thème du liberté absolue à disposer de son corps soit le premier toujours à défendre la laïcité. Bien, je suis désolé, mais on arrive un peu au terme de ce débat. Je vais répondre à votre question comme la précédente. Juridiquement, formellement, c'est peut-être pas tout à fait la laïcité, mais c'est le même esprit de liberté. Et de liberté que les autres doivent respecter, dans la mesure, comme toujours, où on ne gêne pas la liberté d'autrui. Et on pourrait ajouter, mais Alain parlerait mieux que moi, le droit à mourir dans la dignité, qui est relié à cette même idée. Donc ce que je crois, c'est qu'il faut que nous soyons, nous tous, quelles que soient nos convictions, quelles que soient nos appartenances politiques, frapper de cette conviction que la laïcité est un combat, non pas un combat d'agression par rapport aux autres, mais un combat pour la connaître, pour la comprendre, pour la faire vivre, un effort permanent. Elle s'est d'ailleurs fondée, pour le coup, dans un combat politique, il ne faut quand même pas oublier, combat d'un siècle. Et là aussi, quand on explique la laïcité, il faut expliquer aux gens qui ont du mal de comprendre la laïcité française comment ce combat entre l'Église catholique et l'État, puis la République, s'est développé. Nous ne sommes pas forcément aujourd'hui tout à fait dans les mêmes conditions. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que la laïcité soit l'ennemi des religions. Mais il ne faut pas que les religions soient les ennemis de la laïcité. Quand nous avons auditionné les représentants des cultes, hors Alsace-Moselle,
un certain nombre d'éminents représentants des cultes nous parlaient de ce que la laïcité pour faire ceci ou cela pour la religion. Ils nous ont dit, mais en prenant la formule de Kennedy, qu'est-ce que vous pouvez faire pour la laïcité? Je crois que la laïcité nous concerne tous. Merci beaucoup.